aussi d'évoquer l'histoire du Parti socialiste. La question du congrès, elle se pose parce que c'est conjoncturel. Donc c'est une contribution à l'histoire du Parti socialiste. Je veux saluer quand même, parce que le Parti socialiste, c'est des militants, des bénévoles et aussi des permanents, notre camarade Alexander, qui fait en sorte que on puisse avoir cette salle et ses moyens techniques. Donc salut à toi Alexander, pour la fédération, le travail que tu as accompli. Évidemment, je suis dans une assemblée de piège parce que je ne peux pas ne pas saluer Jean-Michel Rosenfeld, qui vient de s'exprimer, qui est mon camarade du 20e arrondissement, qui a été le compagnon de route de Pierre Mauroy, qui porte cette histoire, et puis évidemment ne pas saluer Pierre Chafira, qui est un artisan de la victoire de 2001, ce qui peut nous sembler aujourd'hui une routine, qui a été une vraie bascule dans notre histoire, et notamment à Paris. Et j'en profite, je ne sais pas, Alexander, si on a ça encore au magasin, mais pour le centenaire du Parti Socialiste, la fédération avait fait ce petit DVD. C'est pas parce que j'y suis, mais c'est parce qu'il y a aussi Pierre Chapira qui est dedans. Et Wajman, notamment, pour les camarades du 20e, qui témoignent à la fois de l'histoire de la fédération de Paris et de la conquête de Paris. Donc voilà, je vous signale ça. Alexander, tu me confirmes? Il y en a plein là-haut. Voilà. Donc pour les c'est plus aussi intéressés. intéressant d'organiser ça dans vos sections. Je m'arrête juste là. Vous voyez le point et la rose. Il y a évidemment les trois flèches. Il y a le point et la rose. Le point et la rose, vous allez me dire, c'est le Parti socialiste. Facile. C'est l'emblème de la Fédération de Paris. Depuis 69. Alors, selon la police et les organisateurs, on dit que c'est Paul Calandra, le père de... Mais c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est Paul Calandra qui a commandé à quelqu'un un logo pour la Fédération de Paris lorsque le CRS a pris la Fédération de Paris. Et dans la corbeille de mariage du congrès décliné, il y a eu ce logo qui a évolué, comme vous le voyez, mais qui est devenu le logo du Parti Socialiste. Et donc, soyez fiers d'être, comme on dirait, dans une fédération qui a créé, porté et donné au Parti Socialiste son logo. Alors, donc là, ça répond à la question du camarade déploré. Voilà, c'était bien prévu, qu'on parle du congrès, qu'on parle aussi d'autres choses. Non, mais je t'en prie, mais c'était dans les 10 heures, il faut toujours s'appuyer sur le donc voilà. En pour ou en contre. Donc, une brève histoire, je vais aller vite, et vous le verrez, je vais volontairement, mais vous pourriez revenir, insister sur ce que j'appellerais, on va voir, les précurseurs. Moi, qui je suis par ailleurs consultant. Cette formation, je l'ai administrée dans des fédérations, dans des sections. J'ai adhéré au Parti Socialiste à la fin des années 80. Il a été évoqué le congrès de Lille, c'est-à-dire au moment où on préparait la réélection de François Mitterrand. J'ai adhéré, on en reparlera, à un courant du Parti Socialiste qui s'appelait le CRS, qui se voulait à l'époque l'aile gauche du parti, et dans l'Essonne. Dans la fédération de l'Essonne, à l'époque, il y avait un jeune premier secrétaire fédéral qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, et qui est devenu un jeune sénateur. Il y avait également Julien Crème, Marie-Thérèse Anne, bref, la crème du parti. Mais où il y avait aussi, je ne l'oublie pas, Jacques Guyard, député maire d'Evry, ministre sous François Mitterrand, fondateur, pionnier sur les villes nouvelles et sur l'enseignement technique comme voilà, donc je vais... Donc, on va pas faire là, mais j'aimerais bien aussi que vous veniez avec, comme dirait, moi je viens avec mes questions, comme disait Georges Marchais, mais peut-être que vous avez, que moi je viens avec les réponses, mais peut-être que vous avez des questions, on le verra, parce que la route est longue, et on va essayer d'aller vite, pour préserver le temps de dialogue entre nous. Et je sais que, par exemple, pour avoir discuté avec mon voisin, qui a adhéré il y a moins de 6 mois au Parti Socialiste, je ne connais pas ses attentes, mais peut-être qu'il peut dire ce qu'il attend, est-ce qu'il attend un modus operandi pour le congrès, ou est-ce qu'il veut avoir un peu de matière pour, comment dirais-je, aussi affronter les débats politiques. Et vous le verrez, en tout cas j'espère vous faire partager, les débats que nous avons ne sont pas des débats uniquement d'actualité. Ce sont des débats qui ont marqué l'ensemble de l'histoire du Parti Socialiste. Alors, je m'appuie sur le camarade Lénine pour dire que la politique, et vous le savez, comme militant,
comme élu, comme citoyen engagé, ça consiste essentiellement à expliquer. Et donc je vais essayer d'expliquer cette histoire longue, qui est, on pourrait dire, 1905, mais bien avant, et nous l'espérons tous, qu'il y aura un avenir. Moi, ça dépend de vous. Hein. Voilà, je suis là dans le pas de côté, je suis le consultant, donc après c'est vous qui êtes là. Alors, on aurait pu prendre une histoire du Parti Socialiste par l'histoire des congrès. Et malheureusement, c'est pas le cas. Voilà. Donc, je vous propose de regarder 4 thèmes, et puis après on balayera tout ça, 4 thèmes qui ont structuré l'histoire du Parti Socialiste. 4 thèmes qui sont toujours d'actualité. Je pourrais expliquer l'information là, en vous expliquant les 4 thèmes, et qui sont au cœur de tous nos débats. La question de l'unité, les alliances et le pouvoir. L'unité, ça veut dire l'unité entre nous, socialistes. Entre nous, socialistes. La question des alliances et du pouvoir. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça sonne, cette question-là. Hein. L'unité aussi, ça sonne. Hein. La question de la guerre et de la paix. Mais dedans, j'y mets aussi, et Pierre en est un bon témoin, la question de l'Europe. Et je parle aussi, on a parlé de 2005, le centenaire, je parle sous le contrôle d'Alexander, ce fut un centenaire triste que le centenaire, puisque c'était le plein débat sur le TCE, qui a affronté les socialistes entre eux, et qui fait que ce centenaire nous avait laissé un goût de cendre, y compris le traité constitutionnel européen de 2005, les socialistes étaient profondément divisés, et y compris à Paris. Et puis, nous balayerons ensuite quelques repères. Donc, 4 thèmes que vous avez à retenir, et c'est une grille de lecture pour les congrès, qui font qu'on se rassemble, qu'on se divise. Alors, là, je vous ai mis une photo, mais ceux qui savent ça et ceux qui étaient y étaient, c'est la photo du congrès d'Épinay, hein, on dit toujours, de juin 71, à Épinay-sur-Seine, dire que c'est un long chemin. C'est un long chemin. Hein, ne croyez pas que le Parti Socialiste a commencé le jour où vous y avez adhéré. Il a commencé bien avant. Et bien avant. Alors, c'est Jean Jaurès qui dit, et on le verra, c'est une préoccupation. À l'époque, les mouvements socialistes, mais l'ASFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, adhérente de ce qu'on appelle la deuxième internationale, sous le commandement de la deuxième internationale, va travailler à l'unité des socialistes. Et d'ores et déjà, je vous livre ça pour aller vite, ce qui divise ce qui caractérise les socialistes, c'est par définition, ce sont par définition des tribus gauloises. Donc il ne faut pas chercher l'unité avant d'avoir affronté le débat. C'est ce qui nous différencie d'autres partis, qui sont des partis de doctrine, je pense au Parti communiste, de l'ancien temps, qui était un parti unitaire sur la doctrine, alors que le Parti socialiste a toujours été une tribu gauloise, et il a trouvé, j'anticipe au cas où je vous le dirai, une méthode qui a souvent été galvaudée, qu'on appelle la synthèse. Comme dirait l'autre, synthèse, priez pour nous. Mais la synthèse, c'est la capacité des gens qui ne sont pas d'accord à se mettre d'accord sur un objectif qui est la prise, la conquête et la transformation de la société. Donc voilà ce que dit Jean Jaurès. Alors, je vous les cite comme ça, et je vais m'arrêter sur 2-3 éléments, pas à ce niveau, mais pour vous dire que l'idée du socialisme, l'idée de transformer la société, l'idée de porter l'égalité, vient de loin. Elle s'incarne d'abord par ceux qui rêvent, les utopistes, par ceux qui analysent, les physiocrates, et puis par ceux qui produisent des idées qu'ils mettent en circulation, l'encyclopédie. Donc personne n'imagine, mais il faut savoir comment dirais-je, ce que ça a pu avoir comme éclat dans la société qui pouvait lire et bien sûr qui pouvait porter des idées qu'on retrouvera dans la Révolution française. La Révolution de 89, alors j'aurais dû marquer 93, parce qu'en fin de compte, c'est là où on passe du sujet du roi
aux citoyens. Et nous avons fêté il n'y a pas très longtemps, le 22 septembre 1992, avec l'abolition à la fois de la monarchie et l'avènement de la République. Et puis le premier communisme qu'on entend, qui est Gracchus Babeuf, et le baboïsme, le manifeste des égaux, et l'idée de renverser un ordre social. Qui n'est pas, je veux le dire aussi, c'est pas le sujet, mais qui n'est pas forcément partagé par l'ensemble des révolutionnaires. Et c'est le même débat qu'on a aujourd'hui, qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de la révolution, ou est-ce qu'il faut transiger avec la réalité? Et donc en rabattre sur ces prétentions, et ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est la position de Robespierre, qui est de tenir compte de la réalité sociale, contrairement aux hébertistes, concrètement à Gracchus Babeuf. Je vais assez vite sur la question des utopistes, ceux qui, comment dirais-je, pensent, ou qui pensent parfois s'isoler du monde et créer la société idéale, en dehors du monde, une contre-société. C'est une possibilité. Et puis il y a un certain nombre d'éléments. Je n'y reviens pas, je pense que vous connaissez ça par cœur, évidemment, sinon je prendrai les copies. La révolte des canines, qui est un élément central, au-delà de la belle chanson révolutionnaire que vous connaissez tous par cœur, c'est le fait que les travailleurs n'acceptent plus d'être réduits à des machines, et qu'ils font un acte terrible pour un travailleur, c'est qu'ils cassent l'outil de travail, ils cassent leur machine à tisser, pour dire maintenant, ça suffit. Et ils rentrent dans la rue. Et donc, c'est à ce moment-là naît la volonté de s'organiser comme force sociale indépendante. Alors, ça nous rapproche, et vous avez à travers ces quelques noms et ces quelques approches ce qui fait la richesse du socialisme. Différentes approches, on le verra au moment de la création et la fondation de la SFIO en 1905 au Congrès du Globe, mais vous avez la palette des différentes approches d'une même réalité par des socialistes ou de ceux qui se présument, qui se proclament tels. Donc vous avez soit l'intervention de l'État à travers les ateliers nationaux, soit, je dirais, la révolution permanente et Auguste Bambi, quand vous voyez qu'il a fait 39 ans de prison sur 76 ans, c'est vous dire son obstination. Et puis, Pierre Leroux, qui est aussi un utopiste, d'une manière, sur le droit au travail. Et puis, vous avez un courant qui, aujourd'hui, est un peu oublié, mais qui a été un courant marqueur du socialisme, y compris dans les années 70, dans les années 80. C'est le socialisme chrétien. Socialisme chrétien, c'est un journal qui ne parle plus à personne, mais témoignage chrétien, journal issu de la résistance. C'est un courant qui marchait beaucoup. Alors, je sais qu'il y avait des socialistes facétieux qui appelaient les cathos de gauche les talas. C'est ceux qui vont talas. Donc on les appelait les talas. Mais c'est un courant qui a existé, qui a profondément marqué, et qu'on retrouve y compris à travers la déconfessionnalisation de la CFTC avec la création de la CFDT, qu'on retrouve quand même dans ce courant syndical. Donc ça n'est pas à balayer d'un revers de main, et c'est un mangeur de curé qui vous le dit. Hein, voilà. Et puis il y a ce courant qui prend un nom à travers les écrits de Marx, qui théorise la révolution, qu'on appelle le communisme, et qui à l'époque est articulé comme étant la phase qui devrait succéder, qui est la phase supérieure du socialisme. Donc il n'y a pas à ce moment-là d'opposition entre les deux, mais c'est un approfondissement de la première phase du socialisme, et qui suppose l'appropriation collective des moyens de production, comme le disait Alain. Alors, je reviens juste sur quelques points. Parce que le droit de grève est accordé dans une période sous le Second Empire où Louis-Napoléon Bonaparte, Louis-Napoléon III, prend en quelque sorte un peu d'exemple sur ce qui se passe en Allemagne. La plupart des lois sociales de l'Allemagne, et y compris, on le voit encore aujourd'hui en France, dans les territoires concordataires, sont héritées de Bismarck. Il
Les lois sociales, sécurité sociale, qui sont exorbitantes du droit commun en France. Et donc, dans la phase où est Napoléon III, dite phase sociale, il accorde ce droit de coalition et le droit de grève, le droit de coalition, le droit de se syndiquer. On le dirait comme ça aujourd'hui. Il y a une éruption, alors évidemment, je parle de peut-être des camarades du 18e, du 13e, et évidemment de notre terre sacrée qui est le 20e, vous me permettrez d'être un peu irrédentiste, la Commune de Paris, qui est un éclat dans ce moment particulier. Je ne vous fais pas les 70 jours de la Commune de Paris, vous en connaissez le programme, sur l'éducation, sur la laïcité, sur la question de l'émancipation des femmes, y compris sur le statut révocatoire des élus. Hein, voilà, je le rappelle, hein, donc, ça peut toujours servir dans les périodes, hein, y compris que nous vivons. Et ça dure 72 jours. Ça dure 72 jours, avec un massacre terrible, avec une répression terrible. En Nouvelle-Calédonie, Louise Michel est exilée en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, c'est assez étrange, pour ceux qui connaissent, qui voient l'histoire, que la plupart des Caldoches, en réalité, sont des descendants des communards. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. La République. Pourquoi je parle de la République qui vient, même si elle avait été proclamée en 92, pas reconnue en 92, pas proclamée. Pourquoi je l'indique? Parce que c'est une question, et là aussi j'anticipe pour la suite, qui fait la spécificité du socialisme français. Le socialisme, constitué comme organisation, est né après la République. Il ne l'a pas porté. Il ne l'a pas porté, contrairement à d'autres pays où le mouvement socialiste, le mouvement de gauche, a porté sur les fondements la République. Et donc, ce qui a porté la République, les radicaux. Les républicains et les radicaux. Et Jaurès est d'abord un républicain, avant de devenir socialiste. Et donc, les socialistes, c'est une espèce d'émergence, mais sans terreau. Sans terreau. Contrairement à d'autres pays européens qui ont porté sur la démocratie des régimes autoritaires. Donc, la République est une vraie interrogation pour les socialistes. Parce que la République répond à plein de raisons, à plein de questions qui se posent. Sur la question de l'éducation, de l'instruction publique laïque et obligatoire, sur la question de la laïcité, la séparation des églises et d'État. Le programme est réalisé. Et le mouvement socialiste naît dans un moment où les fondements de la République sont posés. Et Michel Rocard, dans un de ses livres, expliquait par cela la faiblesse, je pense qu'on l'évoquera, mais la faiblesse structurelle du nombre d'adhérents du Parti socialiste. C'est que nous ne sommes pas issus d'un grand mouvement qui irriguait la société française, mais d'un courant de revendication formé à la fois de protestataires, de syndicalistes, de militants ouvriers, d'intellectuels. Mais nous ne portons pas ce qui a été le cadre institutionnel de l'émancipation des Français dans notre pays. Et ce qui fait que notre parti en a déduit une forme d'organisation qui fait qu'on veut, à l'époque, qu'on veut des militants, entre guillemets, déjà formés, déjà prêts à la lutte. Au plus fort de son action, le Parti socialiste a compté en 81, après l'élection de François Mitterrand, 200 000 adhérents. On en a compté beaucoup au moment de ce qu'on a appelé, avec un peu de légèreté, les adhérents à 20 €, et au moment de la campagne de Ségolène Royal, c'est voté. Je prends un exemple, la Fédération de Paris, qui n'était pas une fédération très importante, très nombreuse, qui était à 2 000, 3 000 adhérents dans les années 90, est montée à 20 000 adhérents. C'est devenu la première fédération de France. Dans ma section, où on était très très précis sur les chiffres, parce que à l'époque, on ne souhaitait pas que les gens adhèrent au Parti socialiste. Adhérer au Parti socialiste, c'était suspect. Vous dites, mais pourquoi tu veux adhérer au Parti socialiste? Ah, tu es regardien? Non, non. Tu es socialiste? Voilà, pas non plus. Tu es pas prêt? Non, non. Je veux adhérer. Ah, c'est suspect. Alors, on avait, dans le 20e, 457 adhérents, je m'en souviens, en 90. On est passé à 2000 en 2006-2007. 2000. Hein, vous voyez, et donc, toutes les assemblées générales, c'était, parce que c'est sa culture, il faut se présenter pour les nouveaux adhérents.
Donc tout ça ressemblait à une réunion d'alcool canonique où tout le monde venait dire voilà pourquoi j'allais au Parti Socialiste, c'est formidable, on applaudit et on joue. Donc, je reviens sur mon sujet. Alors, la marche, ça commence avec le premier, puisqu'on va aller à Marseille, ça tombe bien. C'est un retour aux sources, puisque c'est le premier congrès constitué du Parti ouvrier socialiste de France, avec Jules Guesde, Paul Brousse et Jean-Baptiste Clément, que vous connaissez. Mais on retrouvera ces noms. Et j'en profite pour dire à ce stade qu'il y a eu une polémique, comment dirais-je, inutile, qui a consisté à opposer, et Caroline Forest s'en est mêlée, à opposer le parti de Jean Jaurès au parti de la gauche Jaurès versus la gauche Guesde. En gros, les socialistes et Jean-Luc Mélenchon. Bon. Donc les marxisans et les socialistes. Bon. On le verra, mais ayez en tête que même si Jaurès et Guesde étaient opposés sur les conceptions du parti et de l'action politique, ils faisaient des conférences ensemble. Ils allaient convaincre et débattre. Ils ne s'ignoraient pas. Et on le verra plus tard, mais je le dis dès maintenant de crainte d'oublier, Jaurès était effectivement assassiné le 31 juillet 1914, et Guesde, qui est contre la guerre, devient ministre d'État du gouvernement de l'Union nationale. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'opposer Guesde et Jaurès. Retenez ce que je vous ai dit. Ce qui fait notre capital, si j'ose dire, comme dirait Marx, c'est qu'on peut vivre ensemble, surtout si nous sommes en désaccord. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la corbeille? Jules Guesde a un mérite, c'est que c'est le premier qui introduit la lecture du marxisme en France. C'est le seul qui a un peu lu Marx. Parce qu'il est aussi copain de Paul Lafargue, qui est de la famille de Karl Marx. Et donc, il introduit cette lecture-là. Imparfaite, parce qu'on n'a pas tous les écrits, et c'est un peu compliqué à comprendre. Et puis, se font des scissions entre ceux qui ont le primat sur l'action révolutionnaire et ceux qui se disent, au fond, il faut travailler sur l'action syndicale, économique à la base. C'est un débat qu'on trouvera un peu toujours, hein, y compris dans ce qui peut opposer les socialistes à ce qu'on appelle les courants révolutionnaires, les uns considérant qu'il faut prendre ce qui existe, et les autres considérant qu'ils ne gouverneront que tant que le jour où les conditions seront absolument réunies pour gouverner, c'est-à-dire en général jamais. Mais, alors, on a des organisations, là aussi je vais assez vite, mais qui marquent des éléments structurants, qui font que des gens qui ne sont pas forcément d'accord se retrouvent et discutent, avec différentes sensibilités. On les verra tout à l'heure. Et puis les éléments de fracture, il y a les éléments de rassemblement, le 1er mai, qui est un élément avec la revendication de la journée d'éditeur. Il y a les élections de 93 avec 50 élus réputés socialistes, réputés, ce qui est énorme. À l'époque, il faut, je dis sans vouloir mettre des tisons dans les plaies, les 50 socialistes à l'époque étaient énormes. Députés. Tout le monde va bien, il n'y a pas de collapse, ça va pas trop, on continue. Le Burkina Samandé, qui est un élément de programme. Un premier élément de programme socialiste qui commence à être discuté. Et puis en même temps, il ne faut pas oublier des éléments plus nouveaux. Car dans le Panthéon, les socialistes sont forcément, comment dirais-je, en tête des valeurs morales, des hautes valeurs morales. Et ça n'est pas vrai. L'affaire Dreyfus est un schisme, non seulement en France, mais un schisme à gauche. Pourquoi? Et on le verra, c'est un réflexe que la gauche, et y compris les socialistes, peuvent toujours avoir. C'est, vaut-il mieux privilégier, entre guillemets, l'unité entre nous, ou privilégier la cause? Et c'est ça. Et l'affaire Dreyfus, c'est cette première fracture. Bien sûr, vous allez dire, les guédistes ne considèrent pas Dreyfus comme une cause essentielle pour le prolétariat et pour les socialistes.
parce que Dreyfus est juif, et à l'époque, le juif, c'est être l'allié du capital. Il est alsacien, donc il n'est pas français. Ou en tout cas, c'est un peu compliqué. Il est capitaine, donc il est militaire. Et donc, la classe ouvrière n'a rien à faire avec ce type-là. Et au risque de vous décevoir, Jaurès est sur la même ligne. Jean Jaurès est sur la même ligne. Ses premiers discours, ses premières interventions sont contre le capitaine Dreyfus. Il y en a un dont je veux saluer la mémoire, et il y a eu un très beau livre qui a été fait sur lui, qui s'appelle Lucien Lair, qui est le Caïman. Le Caïman, c'est le bibliothécaire de l'école de Normand-Sup. C'est lui qui le convainc, qui convainc Jaurès, et qui lui dit c'est pas possible. Et Jaurès, à ce moment-là, a cette phrase, qui dit en tout homme, il y a une part de l'humanité tout entière. Et c'est comme ça que les socialistes passent. Mais la question n'était pas évidente, contrairement à ce que l'on peut se dire. Et puis, il y a une autre question qui se pose, on va la retrouver, mais elle s'est toujours posée à la gauche, à la gauche, quand on dit la gauche, y compris le Parti communiste, mais vers, à un moment donné, il y a un débat qui est, faut-il participer ou ne pas participer au gouvernement? Mitterrand, je veux dire Mitterrand, qui deviendra ensuite également président de la République, Alexandre Mitterrand, rentre au gouvernement. Il est socialiste indépendant de la bande de l'Italie et de Jaurès. Et l'Internationale se saisit de ça, en se disant, est-ce que un socialiste peut participer à un gouvernement républicain, radical et bourgeois? Jaurès est plutôt sur l'idée de dire oui. Pourquoi? Parce que sa thèse, c'est que toute évolution est une part de révolution. Les guédistes disent non. Et donc, cette question-là, et en plus, il est dans un ministre, dans un gouvernement qualifié, celui qui a réprimé la Commune de Paris, et ministre de la guerre. Donc, deux questions à se poser, et qui se posent à chaque fois aux socialistes, qui pourront se poser à d'autres composantes de gauche. Alors la marche, ça commence salle Japy, qui est une salle que nous connaissons bien. C'est à un moment donné, et on le verra, l'Internationale dit qu'il n'est pas possible que les socialistes restent divisés ainsi, sauf à laisser le pouvoir aux radicaux ou à la droite. Donc il faut que vous trouviez les moyens d'y arriver. Donc il y a le congrès, il y a une série de congrès, je n'y reviens pas, et puis il y a des organisations entre le Parti Socialiste de France et le Parti Socialiste Français qui se créent, qui rassemblent, comment dirais-je, les 5 courants du Parti Socialiste en 2 organisations. Et donc, comme je vous le disais, il ne doit y avoir qu'un seul parti socialiste, comme il n'y a qu'un prolétariat. Voilà la ligne qui est donnée aux membres des partis socialistes qui existent et aux différents socialistes. C'est, en gros, maintenant, vous vous unissez. Et donc, le 23 avril, salle du Globe, naissance du Parti Socialiste Unifié, c'est pas le PSU des années 60, section française de l'Internationale ouvrière, ça veut dire que nous sommes rattachés à une internationale. Et vous voyez bien que les questions comme faut-il participer, ne pas participer, s'unir, ne pas s'unir, à un moment donné, la position de la guerre sera traitée par l'international. Donc nous sommes une section française de l'Internationale ouvrière, avec un groupe parlementaire unique, la discipline de vote, et puis la fondation du journal lui-même. Alors, vous voyez, comme quoi, à l'époque, déjà, on faisait bien les choses. Il y avait 2 comptes rendus, qui sont les comptes rendus analytiques et synthétiques. Et là, j'ai pour vous le compte rendu synthétique du congrès de 1905. Voilà, premier congrès de Paris. Donc, je le fais passer, mais il s'appelle Revient. Si vous voulez, vous direz le voir sur mon truc, parce que Alexander me dit que on a beau être socialiste, on est bon, le contrôle, la confiance, est-ce que pas. Non, il est consultable sur le site de la Fondation. Pour vous l'avez, moi je l'ai récupéré dans une très belle fédération, qui est la fédération de la Vienne, qui a des archives partout.
Voilà, donc nous en sommes là. Alors après, il y a un élément aussi, j'ai parlé de la faiblesse structurelle du Parti Socialiste et de la République, mais la naissance du Parti Socialiste, il faut l'inscrire dans un mouvement de la société. 1901, c'est le droit d'association. 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État avec les associations de type cultuel. Le Parti Socialiste se fonde en 1905 sur cette base-là d'organisation collective. Et la CGT, fondée en 1895, qui est à la fois issue du mouvement des bourses de travail et pétrie d'un courant anarcho-révolutionnaire ou anarcho-syndicaliste, voit d'un très mauvais œil l'organisation de la SFIO comme grande organisation politique. Parce qu'elle considère que son travail de syndicat, c'est aussi de transformer la société. Et donc elle pose un acte qui est aussi structurant sur la faiblesse du Parti Socialiste, en termes de militants et de rapport à la société. On dira souvent que c'est un parti d'intello, coupé du monde, et ainsi de suite. C'est que la charte d'Amiens considère, dans les termes des partis politiques comme des sectes, c'est le terme qui est utilisé dans la charte d'Amiens, et que le changement de la société appartient au mouvement syndical. Et vous avez là, dès 1906, un an à peine après la naissance de la SFIO, les raisons d'une méfiance, d'une défiance, d'une distance entre le mouvement syndical et le mouvement politique. Il n'y aura qu'une tentative, avec le succès qu'on sait, au moment de la scission de 1920, où la partie communiste, je ne peux pas le faire d'orthographe, la partie communiste de la CGT prendra le contrôle de la CGT, elle deviendra la CGT-U, avec une réunification du mouvement du Front populaire, et puis ce qu'on a appelé la courroie de transmission, où les dirigeants, les secrétaires généraux du Parti communiste, jusque siégeaient dans les organes de la CGT où on était proche, et où le secrétaire général de la CGT était de droit membre du bureau politique du Parti communiste français jusqu'à Bernard Thibault. Donc cette question de la charte d'Amiens, ça montre que même si nous avons essayé à un moment donné de trouver, il y a eu une belle époque dans les années 80, avec la CFDT, avec la FCPE, avec un certain nombre de syndicats, y compris les syndicats policiers comme la FASP à l'époque, de trouver des liens organiques, ce n'est pas dans notre culture. Et donc nous sommes une organisation purement politique, ce qui est une force et qui est aussi une faiblesse de notre rapport à la société. Alors, la FFU, j'en ai parlé, gouverner, j'en ai parlé, la guerre de 14, je l'ai évoqué, la guerre de 14 avec le schisme que ça peut être pour les socialistes, et notamment qui perdent Jaurès et le ralliement, et j'en parlerai un peu plus loin, mais je l'ai déjà évoqué, à l'Union nationale, avec, on l'évoquera tout à l'heure, les premiers schismes dès 1915 et ensuite 1916, avec les congrès des socialistes, qui étaient allés à Zénith. Ce sont les premières. Alors, le congrès de Tours, il y a le congrès de 1920, que j'ai ici, le congrès sténographique, beaucoup plus complet, puisque souvent les congrès à l'époque se faisaient 2 fois dans l'année. Un congrès préparatoire et un congrès, comment dirais-je, de résolution. Donc le congrès de Tours est préparé par le congrès de février de 1920 et qui, je l'ai évoqué, acte l'abandon de la deuxième internationale. Et vous savez que, à ce moment-là, il y a la naissance de la troisième internationale autour du Parti communiste de l'Union soviétique, ça n'est pas comme ça encore, c'est le Parti communiste bolchevique, et qui... il peut tenir 6 heures sans boire. Hein. C'est mon côté chameau, dans tous les sens. Et donc, il m'a coupé dans le congrès, c'est dommage. Je sais plus où on était. Voilà. Donc, la question ne se pose pas de créer un parti communiste. La question se pose aux délégués du congrès, adhérez-vous aux 21 conditions d'adhésion à la troisième internationale, considérant que la deuxième internationale a failli avec la guerre de 14. C'est la question qui est posée au congrès. Et donc, le premier acte, c'est on abandonne l'adhésion à la deuxième internationale. Le deuxième acte, c'est la ratification
aux 21 conditions que pose, comment dirais-je, le Parti communiste, et que pose notamment Trotsky, qui est en charge de ces questions-là, et qui rajoutera, pour ceux qui s'amusent, une 22e condition secrète, qui est l'une de tous les communistes et francs-maçons. Ce qui fait que Frossard, qui est le secrétaire général de la SFIO, qui adhère au Parti communiste et qui est franc-maçon, est obligé de dénoncer son appartenance, et l'Humanité publiera toutes les semaines, tous les jours, la liste des gens qui se repentent, comme l'alcoolique anonyme. J'ai été franc-maçon, mais j'adhère au Parti communiste, et raison pour laquelle ils sont radiés de tout poste pendant 1, 2 ou 3 ans. Et donc cette question-là, elle se pose, et donc il y a d'un côté les majoritaires, parce qu'ils sont majoritaires, et c'est pour ça qu'ils nous ont piqué l'humanité, parce qu'ils sont partis avec des bijoux de famille, ils étaient majoritaires. Donc c'est Cachin, Vaillant Couturier, Frossard, dont j'ai parlé, et qui finira, le pauvre, dans la collaboration. Tout est possible. Et puis, vous avez Albert Thomas et Léon Blum, Albert Thomas qui a été ministre pendant la Grande Guerre, et Léon Blum, bon, je ne reviens pas sur la phrase que tout le monde connaît, nous gardons la bon. Et puis, il y a toujours des socialistes, voilà, qui, entre 1 et 2, ben, ils choisissent stream. Donc, il y a ce qu'on appelle la notion oui, mais. Jean Longuet, qui est de la famille de Karl Marx. Je dis oui, je suis d'accord avec ça, mais bon, et donc il reste à la maison. Voilà les choses, et du coup se crée la section française de l'Internationale communiste, qui va devenir le Parti communiste français. Alors, l'unité, elle est marquée par des éléments, je ne vais pas tout vous lire, mais je veux insister parce que j'ai envie quand même que vous ayez un peu mal. Que vous ne soyez pas dans une vision romantique de ce qu'est le Parti socialiste, son histoire. Parce qu'au moment où ça tangue, il faut avoir ça en tête. Être socialiste, être de gauche, défendre les valeurs de la démocratie, de la République, du bien commun, des droits de l'homme, ça n'est pas forcément quelque chose qui va de soi, même au Parti socialiste. La crise des néo-socialistes, qu'est-ce? Nous sommes dans un moment où l'Italie a basculé dans le fascisme en 1922, où l'Allemagne a basculé dans le nazisme en janvier 1933, et où les gens se disent, mais au fond, pour plein de raisons, ceux qui ne veulent pas la guerre, ne plus jamais ça, peut se transformer aussi en plutôt nucléaire que Front populaire. Ceux qui ne veulent pas la guerre. Ou ceux qui disent, ce qui se passe là, parce qu'il y a national-socialiste, il y a le premier fasciste italien, je vous renvoie à Pierre Milza, montre tout le mouvement moderniste qu'on appelait les futuristes, les philosophes comme Gentile, qui ont, comment dirais-je, innervé la première phase du fascisme, qui est une révolution intellectuelle, et dont il y a beaucoup de socialistes, puisque Benito Mussolini était lui-même membre du Parti socialiste italien. Et donc il y a cette fascination, à la fois la résignation, plus jamais la guerre, et cette fascination de choses nouvelles qui apparaissent après ce traumatisme qu'a été la Grande Guerre. Et en France, c'est les néo-socialistes qui vont déposer une motion en 1933. Adrien Marquet, c'est pas n'importe qui, c'est le maire de Bordeaux. Pas n'importe qui. Renevel, c'est pas n'importe qui. C'est un dirigeant socialiste important. Et Marcel Déat, je parle pour ceux qui maintiennent, j'en vois au fond de la salle, député du 20e arrondissement. Député du 20e arrondissement. Il est un proche formé par Jaurès, qui s'affrontera à Blum pour la présidence du groupe parlementaire. Et je vous conseille, là aussi, les mémoires de Marcel Déat. Bon, ça ne se fait pas forcément dans le métro dans tout le monde, c'est fascinant de voir comme ce gars, on ne parvient pas à expliquer la césure dans son parcours. On le voit socialiste, et quelques temps plus tard, on le voit passer dans un mouvement de droite. Il sera ministre de l'air en 1935,
Et puis, il passera dans la collaboration avec le parti du Rassemblement National Populaire, ça n'évoque rien, évidemment, qui sera un des partis de la collaboration. Avant la guerre, est-ce qu'il avait manifesté des idées antisémites? Alors, l'antisémitisme chez Déa vient un peu plus tard. Ce qui vient au départ, c'est... D'abord, je pense qu'il y a aussi une part, j'allais dire, une part humaine. On a toujours expliqué ça. Et quand on reprend les parcours des dirigeants et des uns et des autres, il y a une part humaine, une espèce de déception amoureuse de ne pas avoir été le dirigeant du groupe parlementaire. Alors qu'il se trouvait, comment dirais-je, bien plus intelligent que d'autres. Enfin, pas de Léon Blum, dont il était proche, mais d'autres comme Paul Fort, qui finira lui aussi dans la collaboration. Donc, il y a cette part de dépit amoureux qu'il faut quand même prendre en compte. Hein. Pourquoi, à un moment donné, en 1935, il devient ministre? Parce qu'il pense qu'il ne le sera jamais. Donc, je ne vais dire personne en disant ça. Après, il y a, bon, je l'ai mis pour la beauté du geste, parce que dans notre parti socialiste de l'époque, il y a un courant central, et puis il y a deux ailes gauches, Ziromski et Marceau Kluwer, qui est quelqu'un d'excellent. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le citer, donc je vous le dis tout de suite. Pourquoi ça rapporte pas Marceau Kluwer? Parce que c'est un débat qu'on retrouve, y compris aujourd'hui, et qu'on a retrouvé quand Jospin était Premier ministre, quand Hollande était président de la République. Marceau Kluwer, au lendemain de la victoire du Front populaire, publie un article dans le Populaire, puisque c'est le journal du Parti socialiste, qui s'appelle « Tout est possible ». Grosso modo, nous avons le pouvoir, nous avons la majorité, donc on applique le programme tout de suite. Tout est possible. Il y a un camarade qui lui répond « Non, Marceau, tout n'est pas possible ». Et ce camarade, c'est Marceau Guiton, membre du Parti communiste français, qui, dans l'Humanité, répond au dangereux gauchiste Marceau Kluwer « Non, comme disait Lénine, un pas en avant des masses n'est pas deux. Donc, camarade Marceau, tout n'est pas possible. » Et ce débat, vous l'avez retrouvé partout, pour ceux qui ont connu 2012, ceux qui ont connu 97, et j'espère ceux qui connaîtront 2025. Autre élément aussi qui montre la difficulté, hein, c'est en 1947 que Daniel Mayer est une figure de la résistance. Essentielle. Et le Parti socialiste, appuyé sur ses bastions, qui est un parti d'élus, maintenant il y a prescription, mais Georges Sarr aurait dit, et d'aspirants à l'élection, choisit Guy Mollet. C'est-à-dire le moins capé du point de vue de l'ampleur intellectuelle de cette génération qui sort de la résistance, mais celui qui connaît le mieux l'appareil, qui sait mieux le faire fonctionner. D'autant qu'il n'y avait pas la proportionnelle. Il n'y avait pas la proportionnelle. Et puis, là aussi, des éléments compliqués. Guy Mollet devient ministre d'État du général de Gaulle. Et le Parti socialiste, il y a des belles affiches de la SCFI qui appellent à voter oui au référendum de 58 et de 62. Oui. Hein. Donc ça, ce sont des fractures et qui resteront, y compris dans une période que et Jean-Michel et Pierre ont connue, de comprendre à la fois la difficulté et la nécessité de dépasser cette difficulté qu'ont pu avoir des personnes, notamment comme Alain Savard. Il y a ce traumatisme-là et il y a le traumatisme de la guerre d'Algérie, qui est fondamental, mais qui fait que, au fond, tout compte tenu, on peut décider que François Mitterrand sera le dirigeant de la gauche. Voilà. Mais il faut voir le parcours que c'est, intellectuel, pour ces dirigeants du parti. Alors, je passe très vite. Une période qui s'ouvre en 58, qui va se clore en 81 pour aller très très vite, où, comme disait le président Mao, que sans fleurs s'épanouissent. Donc des clubs surgissent ici ou là, et au sein du Parti socialiste se structure autour de Pierre Mauroy, qui est à l'époque le jeune dirigeant de la SNPO, et de Jean-Pierre Chevènement, qui est le marxiste de service de la SNPO, des petits comment dirais-je, courants de pensée avec leur propre expression et leur propre école de France. Toute la question est
et là je vais très très vite, mais on pourra y revenir, c'est tout le monde parle de l'union, de la gauche, elle est posée. Mais alors il y en a qui disent on fera l'union le jour où on sera d'accord sur l'ensemble des points idéologiques. Donc c'est la thèse du Parti communiste, mais c'est aussi la thèse de la direction, Guy Mollet et compagnie. Ils disent d'abord on met tous les points, et puis on va voir si on est d'accord sur tous les points. Et puis il y en a une autre branche qui dit bon, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut l'union parce qu'on est capable de gagner et de l'emporter. Donc il y a des choses qui nous divisent, qui nous opposent, on les écrit, mais il n'y a pas de condition idéologique. Le préalable idéologique, à l'époque, il n'y a pas de préalable idéologique à l'union. Et donc c'est sur cette question que se fait le congrès des Pionniers. En partie. Donc François Mitterrand n'est pas adhérent du Parti socialiste au début du congrès des Pionniers, il en devient le premier secrétaire à la sortie. Avec, d'un côté, ce qu'on pourrait dire le vieux Parti socialiste, Guy Mollet, j'ai beaucoup d'affection pour Savary, donc j'ai un peu de difficulté à mettre dans le vieux Parti socialiste, et puis la notion de faire Mauroy, le CRS, évidemment, les mitterrandistes. Alors, pour ceux qui connaissent ça, je sais pas, Thomas a évoqué le congrès, à l'époque, les Defer, c'est les Bouches du Rhône, Pierre Mauroy, c'est le Nord, et à l'époque, on appelait ça les Bouches du Nord. C'est-à-dire une fois qu'on avait la fédération de Marseille et celle de Lille, le congrès était gagné et plié, parce qu'à l'époque, on votait par des mandats. Et ils appellent les Bouches du Nord. Exactement. Donc, ce programme-là est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre à gauche. Parce que la droite était habituée à la division de la gauche. Et c'est un coup de tonnerre pour la gauche parce qu'elle dit nous allons discuter, enfin les socialistes, nous allons discuter avec les communistes. Et donc il y a un certain nombre de scissions. Au moment du programme commun, je l'ai cité Max Lejeune, qui crée le Parti social-démocrate, et vous voyez que ça a encore des turbulences, puisque un des dirigeants du Parti social-démocrate, c'est notre ami André Santini, n'est-ce pas, comme quoi nul n'est parfait, ayant fréquenté de près ou de loin le Parti socialiste. Cet élément capital fait que des organisations comme le PSU, qui s'était fondé en opposition à la position de la SCPIO sur la carte d'Algérie, rejoignent le Parti socialiste. En 1974, avec les assises et l'entrée de Michel Rocard au sein du Parti socialiste. Une partie du PSU, parce qu'il subsistera, il y aura encore Guy Bouchardot qui sera candidat en 81, et ils fermeront la porte en 84, je crois, avec Arnaud Massy et François Lamy, qui, à ce moment-là, François Lamy, député d'Essonne, ministre sous Hollande, qui rejoindra à ce moment-là, en 84, hein, vous voyez, ça a mis un peu de temps, le Parti socialiste. Alors, l'histoire, elle est aussi faite de ces scissions et de ces départs. Je n'ai pas indiqué les départs individuels. Ce n'est pas très intéressant. En revanche, vous voyez, à travers l'ensemble de ces départs et les tentations qu'il y a pu avoir, que c'est des blocs entiers du Parti socialiste qui, à un moment donné, partent. Et je reviens à mon dada, c'est que, y compris c'est un débat, je ne veux pas intervenir dans le débat de congrès qui va nous affronter, mais le Parti socialiste, ça n'est pas un parti unitaire, au sens où on pense tous la même chose. C'est un parti qui est capable de faire vivre en son sein la diversité des oppositions, mais radicales. C'est à quoi ça sert un congrès? Ça sert à ça un congrès, à exprimer des choses. Et si on n'est pas capable, ou si on dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord, la porte elle est par là, alors nous ne sommes plus parti social. Et je ne parle même pas de notre capacité à parler au monde associatif, au monde syndical et aux forces vives de la nation. Donc voilà un certain nombre de départs qui créent des formations politiques, importantes ou pas importantes, mais qui sont, comment dirais-je, des déperditions du Parti social. Alors, on peut en rester là, Mitterrand, j'en ai parlé, le cartel des gauches, c'est la première tentative autour du Parti radical, du rassemblement de toutes les gauches, avec le fait que la SCPIO soutient sans participation. On aura le même débat avec les communistes. Le Front populaire, évidemment, avec le Parti communiste qui soutient sans participation. La parenthèse de 46,
juste après la guerre. 56, c'est Guy Mollet. Une période 80-95 François Mitterrand et de septennat. Une période qui indique la continuité de la gauche qui gouverne avec Jospin. Et puis le traumatisme du 21 avril. Et puis, j'y reviendrai, mais je l'indique comme ça, on va aller vite, hein, j'ai pas envie de me taper en route. Je le dis d'ores et déjà, 2012-2017, la seule question qu'on puisse se poser, c'est au fond, qu'a-t-on fait de ces 4 ans, y compris dans notre imaginaire collectif. Voilà. Et puis aujourd'hui, 2022, la question se pose, mais je ne peux pas interférer sur la question. Je vous ai indiqué quelques précisions du Conseil, avec, bon, je ne vais pas spécifier les choses de la Jospin, donc on a quand même tous en tête ce qu'il a fait. Je pense à des choses comme la CMU, la part des 35 heures, les emplois jeunes, le PAX, la création d'emplois, la baisse du chômage. Mais en même temps, je veux dire, dans la question du pouvoir et des alliances, c'est aussi le drame, et que vous aurez sans doute, et que nous aurons sans doute à débattre, c'est qu'à chaque fois que le Parti socialiste est au pouvoir, le jour même, la minute même où il est au pouvoir, il y a des qui disent « Ah, on a trahi ». Avant même. Parce qu'aujourd'hui, on dit « Ah, Mitterrand, c'est formidable, hein. Quel bel homme. Quel homme. » Mais vous voyez les débats qu'il y avait sous François Mitterrand. Accusé de traîtrise, d'avoir abandonné la classe ouvrière, d'avoir fermé la charbonnages de France, d'avoir désindustrialisé la France, les grèves autour de l'usine SKF, où les gens se faisaient recevoir à coups de poulon en 82-83. Hein. Voilà, c'était ça. Alors aujourd'hui, on dit « Ah, c'est formidable, François Mitterrand. » Tu parles, Charles. 97, Jospin, à peine que déjà les bonnes consciences de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, Marie Le Pen, disent « Ah, il a trahi sur Billboard, sur la question européenne. » C'est en juillet 97. Il vient d'arriver. 2012, à peine François Hollande et son gouvernement installé, que dès juillet, il est frondeur. Alors, on ne sait pas sûr parce qu'on n'a encore rien fait. Mais, on soupçonne qu'il pourrait trahir. Donc, j'ai un vrai problème intrinsèque à la gauche, c'est qu'elle n'assume pas son rapport au pouvoir. Et ce qui pose une difficulté. Tout de même. Vous savez, c'est comme cette histoire juive que je raconte souvent, c'est un gars qui fait la quête en Israël pour le Fonds social juif, et il sonne et il dit « Bonjour, c'est pour le tremblement de terre en Israël ». Il dit « Ah bon, il y a un tremblement de terre en Israël ?» Non, mais ça peut arriver. Est-ce que la gauche a trahi? Non, ça peut arriver. Voilà. Donc les présidents de la République, hein, je vous le fais pas, je vous évite parce que vous le connaissez tous, mais qui n'était pas de gauche René Coty, hein, c'est 117. Voilà. Et je passe. Alors, quelques questions, je les ai évoquées, hein, c'est l'ensemble des questions qui ont affronté et qui sont aussi le rapport à la politique. L'égénisme était sur une vision puriste du pouvoir. Jaurès était sur une vision de l'action parlementaire. Et puis, il y a le fait de savoir si on gouverne avec cette question, elle nous est posée. J'évoquerai très rapidement, mais il y a des congrès où c'est posé la question des alliances. Jusqu'où va l'alliance de la gauche? Enfin, de la gauche avec. Est-ce qu'elle c'est le Parti communiste? D'accord. Le Parti radical? D'accord. Est-ce que c'est les écologistes? Oui, mais lesquels? Et où? Est-ce que c'est, ça a été un débat il y a une dizaine d'années, le modèle, qui n'était pas le modèle d'aujourd'hui, avec Marielle de Sarnez notamment, qui incarnait cette là. Donc, toutes ces questions-là se sont posées et se poseront, je l'espère, pour la vivacité. Là, je passe, puisque je l'ai évoqué, je vois que l'heure tourne. Là aussi, juste pour l'amusement, là aussi, on dit « Ah, le Parti socialiste, dans la résistance, c'est très compliqué pour les socialistes. » Sur 175 parlementaires, 36 figurent parmi les 80 parlementaires qui ont refusé le plein pouvoir.
histoire de me donner un peu la pêche à mon congrès. Et puis, dans la période de la 4e République, il y a ce qu'on appelle la 3e force, qui est un courant qui naît, qui est le parti mouvement République populaire, qui sera l'ancêtre de l'UDF et des démocrates chrétiens, qui est un vrai courant, qui est un courant entre la SCFIO et le Parti communiste, et qui permet, comment dirais-je, l'alliance, plus ou moins, mais dans cette 3e force, la SCFIO, évidemment, se perd. Et puis, je vais vite le temps du silence. La génération, moi j'ai adhéré, je voulais dire en 86, mais la génération avant moi, ils avaient une chose en tête, 80. Une seule chose en tête. C'était un chiffre comme un mantra qui nous répétait. 23 ans. 23 ans. C'était ça. Qui était le traumatisme de la gauche. Alors, parce que sous la 4e, elle gouverne, enfin les socialistes gouvernent, participent au gouvernement, font des lois. Contrairement à ce qu'on peut penser, à ce qu'on peut dire, la 4e République n'a pas été une république impuissante. Beaucoup des grands projets ont été, comment dirais-je, structurés parce qu'il y avait un bloc qui était le programme du Conseil national de résistance. Peu importe qu'il y ait un gouvernement qui dure 2 semaines, 3 jours, ou une année, il y avait un bloc, donc on savait très bien où on allait. C'était pas la République. Et donc ces 23 ans, bien, elles prennent, je n'y reviens pas, mais elles passent par l'accord avec le Parti communiste français. Elles passent par l'accord avec le Parti communiste. Parce que plus le Parti communiste français était fort, à l'époque il fait 25%, plus il se revendiquait comme le leader à gauche, et moins la gauche pouvait arriver au pouvoir. Et donc la théorie de François Mitterrand, c'est de dire, je veux m'allier, à l'époque le Parti socialiste fait 15%. Et donc il s'allie avec quelqu'un qui fait 25%, hein, mais il fait un pari, je n'évoque aucune situation, comment dirais-je, actuelle, hein, mais il fait le pari qu'il passera, lui, à 25%, et que le Parti communiste descendra à 15%, et au 81, Georges Marchais fait 13%. Et François Mitterrand a l'audace, au congrès de l'Internationale socialiste à Vienne, en 1974, de dire « Je ferai », parce que tout le monde dit « Mais pourquoi vous êtes alliés avec ces communistes-là » Il dit « Je ferai la démonstration que sur 5 électeurs communistes, 3 peuvent voter pour nous et voter pour nous. » Et la démonstration sera faite en 80. Donc il y a une façon de rentrer dans l'alliance dominée et de finir dominant. Mais je ne vois pas qu'il y a de couleur. Il faut un leader. Hein? Il faut un leader. Alors, vous avez aussi des éléments qui vous semblent peu, comment dirais-je comme ça, crédibles, mais la construction, la crédibilité du Parti socialiste, c'est fait sur des sujets qui peuvent sembler aujourd'hui en débat, mais la question, quand je marque la question nucléaire et de la défense, le Parti socialiste, en 1971, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il a des congrès, on les a vus, où les gens se déchirent, très bien, mais ils bâtissent pied à pied les plans d'un programme. Pied à pied, tout y passe. La question évidemment de l'éducation, la question de la santé, et toutes les questions, tout ça pour aboutir à un truc qu'on ne verrait plus aujourd'hui, ça serait une vidéo ou un tweet, mais pour aboutir à ça. C'est-à-dire le projet socialiste pour la France des années 80. Qui est fruit d'un long travail, fait de conventions, et parmi ceux qui amènent la crédibilité du Parti socialiste, c'est la conversion à la défense et à l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est-à-dire à la dissuasion. Mené par Charles Hernu, il y avait des groupes de travail sur la défense, sur la jeunesse de la nation. Et je vous rappelle, je vous indique que Jean Jaurès a écrit, qu'on dit pacifiste, non, il était pacifique, a écrit un ouvrage qui fait référence sur le rapport des socialistes avec l'armée et la défense, qui s'appelle Vers l'armée nouvelle. Donc, cette question-là, si je la prends de manière politicienne, pour le bourgeois, se disent, je ne suis pas d'accord avec ces gars-là, mais je peux voter pour eux. Voilà, je peux voter pour eux. Vous savez, à l'époque,
Poniatowski nous promène l'arrivée des chars soviétiques sur les Champs-Élysées. Véritablement. Il y a un très beau dessin de Plantu à l'époque, au lendemain du 10 mai 81, où Plantu regarde, il y a un gars qui regarde la Tour Eiffel et qui dit ah bah zut, Mitterrand a été élu, elle n'a pas choisi de place. Bon, pour vous dire dans quel moment on était. Donc cette question-là, elle est très importante à l'époque. Elle crédibilise le Parti socialiste. Bien sûr, il y a le schisme de 83, qui est une vraie difficulté, mais qui est comme un peu, et là j'avance sur ce qui s'est passé sous le mandat de François Hollande, c'est-à-dire ce que les uns et les autres ont pu ressentir, quoi qu'on en pense, un tête-à-queue, c'est-à-dire la politique de l'offre, qui n'était pas dans notre ADN politique, et le pendant de la rigueur, dont on appelle la parenthèse, et dont Jospin dira plus tard qu'il devrait peut-être un jour la fermer, puisqu'on l'avait ouverte, mais on ne l'a jamais refermée, on n'est jamais revenu dessus, sur ce que ça signifiait, cette parenthèse, entre guillemets, libérale. Et puis sur la question des alliances, évidemment, elle se pose aujourd'hui, je l'ai dit en point d'interrogation, c'est le débat que nous allons avoir, je ne peux pas participer sur le congrès, à nouveau, mais est-ce que ce qui s'est passé au mois de juin autour de l'élection législative n'est qu'un accord législatif qui a toute sa force au sein de l'hémicycle, ou est-ce que c'est destiné à devenir un accord politique qui va se décliner dans les communes, qui va se décliner aux élections européennes, et ainsi de suite, et ça, nous en débattons. Enfin, si vous voulez. Alors, je vais vite là-dessus parce que c'est une question sur le rapport à l'État. Le rapport à l'État, je rappelle, et je ne reviens pas, l'ensemble des approches du rapport à l'État. Et cette question-là, elle s'est posée dès lors que nous arrivons au pouvoir. Le projet socialiste des années 80, effectivement, dit la question du rapport à l'État, et qui se pose à travers la question des nationalisations. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, et là je ne fais pas de polémique, je ne rentre pas dans le débat du congrès, mais enfin, l'accord du PES s'est fait en une nuit, sur des questions essentielles. Ceci a commencé en 71, ça a mis 10 ans, avec 72-77, puis après la reprise du programme commun. Et il y a un débat extrêmement pointilleux sur, on ne dit pas on va nationaliser, on dit quelle entreprise, quel secteur. Et nuit et jour, communistes, socialistes discutent sur la table en disant cette entreprise-là, non pas celle-là. Et après, il y aura d'autres débats. Est-ce qu'on nationalise à 51% ou à 100%? Donc, ce sont des débats extrêmement importants. Des débats qu'on retrouve également au sein du gouvernement ou au sein du PS. Donc les 51%, c'est plutôt Rocard et 100%, c'est Chevènement. Et au fond, c'est plutôt Rocard, in fine, ou à raison, sur les 51%. Et puis les débats au sein du gouvernement, puisque à l'époque, Jean-Pierre Chevènement est ministre de l'Industrie, et il dit les PDG d'entreprises publiques, au fond, ce sont nous qui démissionnons, et c'est nous qui donnons, comment dirais-je, la consigne. Bon. Et Laurent Fabius écrit au PDG des entreprises publiques en disant que vous serez désormais jugés sur les résultats que vous dégagez. Donc en gros, on dit les gars, tout ce qu'on vous demande, c'est de ramener de la rentabilité. C'est un sujet majeur et qui permet aussi de relativiser la question, là je reviens là-dessus, mais sur ce qu'on appelle la nationalisation, qu'on prend maintenant avec une main tremblante, et qui est uniquement vécu comme en cas de sauvetage, qui n'est plus adossé à ce que c'était à l'époque une stratégie industrielle. Ah oui. Voilà, aujourd'hui c'est un sauvetage. Ça n'est plus. Et donc nous-mêmes socialistes, on a tellement peur d'aspiraculer d'être de gauche ou d'être des gauchistes qu'on ne parle pas de nationalisation, sauf quand c'est possible, c'est-à-dire en situation de crise, parce que là tout le monde le comprend. Donc là aussi, en termes du rapport à l'État, qui est la question économique, je pense qu'on a une béance exceptionnelle quand même de notre pensée, qui fait que, ce n'est pas étonnant, que n'ayant pas de pensée structurée sur cette question, eh bien ce sont les vents dominants qui pensent à notre place. Et c'est comme ça que, par exemple, je reviens, la politique de l'offre a pu être vécue, non pas comme venant de nous, mais nous étant imposée avec
comment dirais-je, un impératif, c'est inverser la courbe du chômage, et tout y était conditionné. Alors, là, je vais vite, je sens que je vais arracher des larmes à Alexander, parce qu'on parle de l'international. Hein. Donc vous connaissez, comment dirais-je, cette phrase, je suis obligé d'aller vite, cher Alexander. J'ai parlé de la commune, de l'international, de la position de Gued, de la question de l'antipatriotisme, et à ces moments-là, parfois les plus antipatriotes, les plus antimilitaristes deviennent les plus, comment dirais-je, militaros. Et c'est le cas notamment de Gustave Hervé. Je parle aussi de l'Union sacrée, hein, qui est juste après la mort de l'assassinat de Jaurès. Et puis, le discours de Léon Jouot, qui est le secrétaire général de la CGT, sur la tombe de Jaurès, le 4 août 1914, qu'on appelle le discours du ralliement de la classe ouvrière à la guerre patriotique, et qui montre que toute la CGT s'engage. Et puis, il y a ces deux congrès qui sont d'abord discutés, parce qu'il faut que les délégués socialistes sortent de France et se rendre en terrain neutre, et rencontrer les délégués du SPD allemand, en pleine guerre, pour discuter de la sortie de la guerre. La première, c'est Zimmerwald en 15, et puis c'est Kieltal en 16. Et c'est comme ça que va se forger un courant, notamment le courant communiste, fort de ces deux rencontres, en soutien à ce que fait Lénine, qui rentre en Russie avec l'aide des Allemands, dans son fameux wagon plombé. Eh bien, c'est comme ça que va se forger la scission que nous avons évoquée. Je ne reviens pas là-dessus, mais vous avez, normalement, vous avez là à peu près quelques éléments de fracture de la gauche sur ces questions de la guerre et du Parti socialiste. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui dans la mesure où, ayant, je ne dis pas éliminé, mais chacun étant parti de soi-même, on reste dans un cadre relativement unitaire entre nous. Mais imaginez si le Parti socialiste avait encore en son sein des Benoît Hamon, des Emmanuel Morel, des Jean-Luc Mélenchon, des Marie-Noël Lienemann, peut-être que, et des Jean-Pierre Chevènement, peut-être que les débats ne seraient pas forcément les mêmes, hein, sur la question notamment de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Hein. Je parle que de ces questions-là. J'insiste quand même sur cette question de la guerre d'Algérie, même si elle vous paraît moins, qui a été un véritable traumatisme. Un véritable traumatisme pour les socialistes. Et je vous raconte une anecdote, parce on évoque là un possible 49.3. Le premier 49.3 qui a été utilisé par François Mitterrand, vous savez sur quel sujet c'était? Bon, vous la copiez 100 fois. C'est François Mitterrand décide de réhabiliter dans leur grade et dans leur retraite les 4 généraux putschistes de la guerre d'Algérie. Et Pierre Jox et le président du groupe. Et François Mitterrand, le dit Jox. Vous avez bien voté ça, hein. Pierre Jox, c'est le fils de Louis Jox, ministre de l'Intérieur, plastiqué par l'OAS à plusieurs reprises. L'organisation armée secrète qui défendait l'Algérie française. Et donc Jox dit, président, je ne peux pas. Mais il y a un moyen. Lequel? 49. Donc le premier 49 de l'histoire de la gauche, c'est l'amnistie des généraux gauchistes. Vous avez toujours le moral, ça va? Bon. Alors, la question européenne qui tient tant à cœur à Alexander, et que malheureusement je vais sabrer à travers, comment dirais-je, quelques débats. Hein, je ne reviens pas, si on avait le temps, on parlerait, parce que ce sont des débats extrêmement intéressants sur la CED, mais par exemple, la question du TCE, je l'ai évoqué, a été exemplaire et en positif et en négatif. En positif, le Parti socialiste s'est donné le temps de débat pendant des semaines, avec des assemblées ouvertes parfois à la population. Et les gens disaient, mais c'est formidable ce parti qui sait débattre. Entre. Et il y avait et Jean-Luc Mélenchon, et Henri
et Laurent Fabius, et ceux qui soutenaient le oui au traité constitutionnel. Donc c'était la meilleure démonstration que puisse faire un parti. Sa capacité à débattre. Ce que je vous disais au tout début. Hein. L'unité, c'est la capacité à débattre. Et puis ça a été le pire des façons, parce que ceux qui, au terme de cette discussion, passaient par un vote, s'en sont affranchis. Et nous avons vu ce qui, moi je n'avais jamais vu, les socialistes, chacun ayant détourné plus ou moins le point et la rose, il y avait le oui socialiste et le non socialiste sur les marchés face à face. Et je pense qu'on n'a pas mesuré combien cela a pesé et pèse encore sur le Parti socialiste, c'est-à-dire y compris sur des questions simples, la discipline d'action. Le Parti socialiste, c'était d'abord deux choses. Le débat dans tous les sens, une fois que le vote est tranché, la discipline, il n'y a plus, et on chasse en eux. C'était ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien, alors c'est pas au sein du Parti socialiste, parce qu'on est relativement homogène aujourd'hui, à force que tout le monde se soit parti, on reste entre nous, hein, forcément. Mais la question de l'OTAN, vous voyez bien qu'elle ressurgit. La question du nucléaire et de la défense. Alors, sur la question européenne, tu pourrais réhabiliter Guimolet. Je peux. Sur la question européenne et la CED, tu pourrais réhabiliter Guimolet. Je pourrais réhabiliter Guimolet. Exact. Alors, Thomas en a parlé rapidement. Les éléments, la proportionnelle, ça vous semble une évidence, mais y compris de montant, si je veux dire, et pourtant je ne suis pas si vieux que ça, vont fonctionner au mandat. C'est-à-dire qu'on achetait un certain nombre de cartes. Vous pouvez acheter 100 cartes, par exemple, des mandats. On était 5 dans la section. Et puis si on était 3 à voter un texte, on récupérait la proportion des 100 mandats. Et la nouveauté, ça a été de dire un homme, une femme, une voix. La nouveauté. Moi, j'ai connu dans ma section, on était 20 et on avait des scores canons. Hein. Donc, du coup, il fallait non plus avoir de l'argent, il en faut toujours, visiblement. Non. Mais il fallait avoir un travail de conviction un peu plus fort hein, pour aller chercher les voix. Et la proportionnelle, c'est, comment dirais-je, je ne reviens pas sur un micro, mais c'est dans la corbeille, Pierre en a parlé, mais c'est dans la corbeille du congrès d'Épinay. Ça, c'est ce qui est dans la corbeille du congrès d'Épinay, l'élection, on en a parlé, et puis des quotas à parité. Alors aujourd'hui, vous avez la parité stricte, mais moi, de mon temps, j'ai fait une grande victoire quand il y avait 20% de femmes dans les organismes dirigeants. Quand est-ce que le vote par mandat a été aboli? Il a été aboli à Épinay par... non, pas à Épinay. Il y avait la proportionnelle et le vote par mandat, je me demande si c'est pas Jospin ou... Non, c'est Michel Rocard. 93, il a terminé cette affaire. Donc, quelques courants, j'ai parlé de Marceau Pivert, je parle du CRF, parce que c'est un peu ma maison, donc vous m'excuserez. Le courant Poprette, qu'on néglige souvent, mais qui a eu son heure de gloire, et puis le courant Rocard, qui a été un courant marquant du Parti socialiste. Alors, vous avez, et vous les regardez et vous voyez les congrès un peu de référence. J'essaye d'aller un petit peu plus loin. Épinay, quand même, il faut savoir, parce qu'on dit toujours, maintenant il y a des courants nouveaux. Il y a des courants nouveaux, je ne les ai pas marqués là, je crois. Il y a des courants nouveaux comme le courant féministe ou le courant écologiste. Mais au congrès d'Épinay, il y a deux petites notions. Il y en a une qui s'appelle Vie Nouvelle, qui est le courant écolo, qui fait 0,72%. Et l'autre mouvement dont j'ai oublié le nom est un courant féministe, qui rejoint la notion de fraternité. Donc, on n'est pas dans une différence de nature, dans une différence de degré. Et alors après, la phrase aujourd'hui pourrait être la confusion pour l'interprétation, mais sur la question du droit des femmes, François Mitterrand s'engage très tôt. Il a cette phrase qui dit, vous les femmes, vous êtes les immigrés de l'intérieur. Il faut voir ce que ça fait dans les années 70 pour comprendre la force de cette expression. Et donc, ce congrès d'Épinay, il est porteur. Après, si on avait le temps, mais on n'en a pas trop, vous dire qu'il y a des débats, mais les débats ne sont pas médiocres.
ils ne sont pas médiocres. C'est pas Tarpotum ou Tartemuche. C'est, par exemple, en 75, c'est la question de ce qui me paraît pas aujourd'hui. Il y avait 15 thèses sur l'autogestion. C'était le modèle économique socialiste vers lequel on allait, inspiré par la Yougoslavie du camarade Tito. Et donc le CRS, pas en reste, dépose une 16e thèse sur l'autogestion. Et tout le débat du Congrès se fait sur la 16e thèse de l'autogestion, qui est un prétexte pour, comment dirais-je, partir du parti. En 77, c'est le débat sur les deux cultures, c'est-à-dire la première gauche, celle de François Mitterrand, le pouvoir politique, et la deuxième gauche, celle de Michel Rocard, association et syndicats. C'est pas médiocre comme débat. Et puis, évidemment, il y a le congrès de Metz, bon, qui ne se conclut pas par la synthèse, qui est un affrontement sur les conditions d'arrivée au pouvoir, mais aussi sur les possibles candidats. Michel Rocard, qui représente la nouvelle génération, ou François Mitterrand, qui, comme aurait dit Giscard d'Estaing, représente le passif. C'était le passé. Bon. Donc, ce ne sont pas des débats médiocres. Et 2 ans avant, il n'y a pas de synthèse. Et pourtant, 2 ans après, la gauche gagne. Et qui est Premier ministre? Pierre Mauroy, qui était dans l'opposition à François Mitterrand au Congrès. Vous voyez, ça s'appelle le travail de l'unité du parti social. Alors, moi, je ne suis pas allé au-delà de 2008. Pourquoi? Non pas que je considère que ce qui s'est passé depuis 2008 est inessentiel. Mais voilà, je ne veux pas non plus rentrer dans les débats de congrès, donc je vous laisse interpréter tous les congrès qui se sont passés. Mais il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Rennes, tout le monde se dit, les gens se sont fait des chéquiers à la figure, des insultes, des machins, des trucs. Et en même temps, ce congrès, pour ceux qui l'ont vécu, j'en étais, bien sûr, j'ai vécu ça, mais on a vécu aussi une véritable interrogation à laquelle nous n'avons pas su répondre, et que l'on voit encore aujourd'hui, c'est quelle est la position de la France et de l'Europe par rapport à l'effondrement de notre gouvernance. Cette question-là, elle est posée dans la nuit du Congrès. Et je dirais par affection personnelle, elle est posée notamment par Jean-Pierre Chevalier, qui intervient sur la Russie, sur cette question-là. Et donc, au-delà de ce que vous retenez de l'image du Congrès de Rennes, les gens s'insultent, il y a cette question-là qui est posée, à laquelle nous n'avons pas répondu. Encore aujourd'hui, qui pèse sur la politique. Parce qu'à l'époque, on pensait que nécessairement à la dictature communiste succéderait la démocratie social-démocrate dans la joie de la richesse. Or, quand vous regardez les pays comme la Pologne, comme la Hongrie, et tout l'ensemble du bloc de l'Est, vous voyez qu'on est loin de ces jours et de ces matins ratueux. Il y a une tentative, entre guillemets, idéologique, qui est menée par l'ami Michel Charzat, qui est de dire on s'est trompé sur tout, il faut adapter le Parti socialiste. Donc on réécrit la déclaration de principe qui stipulait à l'époque que le Parti socialiste était un parti révolutionnaire. Bon, donc ça tombe. Et sauf que nous, on ne sait pas faire les pactes de l'univers de l'allemand. On écrit des textes, tout le monde s'en fout de toute façon, donc c'est pas très grave. Tout ce qu'on retient, c'est, vous l'avez bien dit, c'est les traîtres. Puisqu'ils font moins que ce qu'ils disaient auparavant. 93, c'est important parce que ça vient après la déroute. Là encore, c'était une déroute à 50 députés. Je ne parle pas de choses d'actualité, bien évidemment. Mais bon, on était déjà au fond du trou à 50 députés. Et donc, c'est la tentative qui va naître sur la gauche moyenne de faire en sorte que toutes les familles de gauche se parlent et se rassemblent et discutent. Et c'est la première fois, c'est assez nouveau. Que on voit des anciens ministres communistes venir dans des assemblées socialistes discuter qui n'est pas possible. Et puis, je m'arrête à 2008, que je considère comme un modèle, entre guillemets, de congrès, car ça affronte évidemment deux personnalités, Martine Aubry et Ségolène Royal, mais derrière, au-delà du leadership, il y a la vision du parti. Un parti, j'allais dire, plus classique, version Martine Aubry, et un parti plus transversal, horizontal, ouvert à tous les mouvements sociétaux, version Ségolène Royal, une stratégie d'alliance classique. Je vous laisse deviner qui soutenait en 2008. Non, mais là, je pense que tu n'as pas bien lu un seul mot, Thomas. Il a marqué consultant. Je ne prends pas partie, bien évidemment. Et deux stratégies d'alliance, une stratégie d'alliance classique,
PCPS, un peu vous les retrouvez, et une autre stratégie d'alliance qui était PC, PS. Dans les PC, c'était ceux qui avaient quitté le PC. Hein, je pense à Robert Rue notamment, avec le mouvement à l'époque, qu'il avait créé. Et puis, le modèle, incarné à l'époque par Marielle de Sarnez, qui vient à des rassemblements où il y a Vincent Payon, Marielle de Sarnez, Yannick Cohn-Bendit et Robert Rue. Bon. Donc, cette question-là, 2008, c'est un congrès où toutes les épices d'un congrès sont réunies. Le leadership, les alliances, la vision stratégique et le rapport à la gouvernance. Donc, là, je ne reviens pas, puisque c'était pour un petit pense-bête. Je regarde si nous n'avons rien oublié en route. Vous voyez, comme je suis, contrairement aux médisances de Thomas Cheventier, extrêmement objectif, hein, puisque je dis un temps suspendu, donc voilà, je n'en sais rien. Hein. L'avenir est dans vos mains, donc faites-en ce que vous pouvez. Mais voilà, de dire que je pense qu'il y a un doute qui habite aujourd'hui le Parti Socialiste, qui a pu habiter le Parti Socialiste à chaque fois qu'il a pris une claque monumentale. On se dit, moi j'ai entendu des gens qui disaient, alors on en a pour 20 ans. Alors on en a eu pour 20 ans en 93. Mais ça a fallu 4 ans. Ça a fallu 4 ans. On disait en 2002, on en a pour 20 ans. On a quand même fallu 10. Donc rien n'est écrit. Rien n'est écrit. La seule question, et c'est la question qui sera à trancher, c'est comment on définit les questions qui affrontent le Parti Socialiste, à savoir l'unité interne, la question des alliances, la question évidemment du programme, sont des éléments majeurs. Alors, je me suis fait un petit plaisir quand même pour vous dire ce que pouvait écrire un socialiste membre de la SFIO en 1969, qui a été membre de la Fédération de Paris, le bien-aimé Didier Mochan, qui malheureusement nous a quittés, qui avait écrit, qui était un des dirigeants, des idéologues du Parti Socialiste et du CRS. Et nous avions une blague entre nous, c'est que bon, c'était un de nos formateurs à l'histoire politique, et il avait écrit Clé pour le socialisme, qui est, comme tous les ouvrages de Didier Mochan, relativement invitable. Et donc nous avions fondé le club de la page 30, ceux qui étaient allés au-delà de la page 30. Voilà, pour vous dire. Mais voilà ce qu'on pouvait écrire, et petit clin d'œil, puisque Thomas a eu l'amabilité de dire que je pouvais parfois être un acteur du congrès. Dans notre côté iconoclaste, c'est le titre d'une contribution nationale que j'ai déposée au congrès, je crois, de 2002. Et donc c'était très drôle, c'est quand on était appelé par le Conseil national, il appelait, j'appelle ceux qui défendent ça veut des révolutionnaires. Voilà. Et donc on allait à la tribune défendre ce texte. Voilà, alors, si la gauche était un roman, hein, moi j'aime bien cette phrase de Jean Brigitte dans Les Faux Monnayeurs, ça n'a rien à voir avec le Parti Socialiste, hein, Les Faux Monnayeurs. C'est de la littérature, on est bien d'accord. Bon, c'est de la littérature. J'aime beaucoup ce livre, qui en fin de compte fait que ce sont ceux qui lisent le livre qui l'écrivent. Amis camarades, à votre tour.